Je m'appelle Marguerite Beaumont, j'ai 70 ans. Je vis seule dans un appartement au cœur de Lyon depuis que mon mari est décédé il y a 12 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme professeur de littérature au lycée. J'ai économisé chaque centime, vécu modestement, pour pouvoir léguer quelque chose à ma fille unique, Clara. Elle a 32 ans maintenant. Belle, intelligente, diplômée de Sciences Po. Mon plus grand trésor. Du moins, c'est ce que je croyais. Aujourd'hui, je dois vous raconter une histoire. Une histoire qui m'a brisée, qui a détruit tout ce en quoi je croyais. Parce que parfois, les monstres ne se cachent pas sous le lit. Ils dorment dans la chambre à côté. C'était un mardi après-midi de janvier. Le ciel de Lyon était gris, lourd de pluie non tombée. Mon œil droit me faisait encore terriblement mal. Violacé, enflé, à peine ouvert. Les médecins m'avaient dit que j'avais eu de la chance, que la chute aurait pu être fatale. Traumatisme crânien léger, contusion sévère, point de suture sur l'arcade sourcilière. 3 jours plus tôt, j'étais descendu chercher mon courrier. Les escaliers de mon immeuble datent de 1920. Marbre ancien, rampe en fer forgé. Je les ai montés et descendus des milliers de fois. Les yeux fermés, je pourrais les parcourir. Mais ce matin-là, à la 7e marche, j'ai senti quelque chose. Une présence derrière moi. Une main. 2 mains. Violentes. Sur mon dos. Poussant. Je suis tombé. Le monde a basculé. Mon visage a heurté le fer forgé de la rampe. Un craquement sec. Une douleur fulgurante. Puis le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital Édouard Herriot. Clara était assise à côté de moi. Ses yeux étaient rouges. Elle tenait ma main. « Maman, mon Dieu, maman, tu m'as fait une peur horrible. » Ma langue était pâteuse, ma tête lourde. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu es tombé dans les escaliers. Un accident terrible. Le voisin t'a trouvé. Il a appelé les secours. » Non. Les mots sortaient avec difficulté. Quelqu'un m'a poussé. Clara a serré ma main plus fort. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, tu as un traumatisme crânien. Le médecin a dit que tu pourrais être confuse pendant quelques jours. Il n'y avait personne. Monsieur Lacroix t'a trouvée seule. Mais j'ai senti. Chut, maman, repose-toi. L'important, c'est que tu sois vivante. » Le médecin est entré peu après. Un homme dans la 50aine, blouse blanche, impeccable. « Madame Beaumont, vous avez eu beaucoup de chance. À votre âge, une chute comme celle-ci aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. » À mon âge, 70 ans. Soudain, je me suis sentie vieille, fragile, vulnérable. Pendant les jours suivants, Clara a été aux petits soins. Elle a pris un congé de son travail au cabinet d'avocat où elle exerce. Elle cuisinait pour moi, changeait mes pansements, m'accompagnait aux toilettes. La fille parfaite, mais quelque chose ne collait pas, ses yeux. Quand elle pensait que je ne regardais pas, ses yeux étaient froids, calculateurs, comme si elle attendait quelque chose. Et puis il y avait ses coups de téléphone, à voix basse, dans sa chambre, porte fermée. Ce mardi après-midi, Clara était sortie faire des courses. J'avais soif. Je me suis levée pour aller à la cuisine. En passant devant son bureau, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Et puis j'ai vu la lumière, l'écran de son ordinateur portable, allumé. Je n'aurais pas dû entrer. Je le sais, mais quelque chose me poussait, une intuition, un malaise ancien qui remontait à la surface. J'ai poussé la porte. L'écran brillait dans la pénombre de la pièce. Une boîte mail ouverte. Et là, en haut de la liste, un email. Envoyé il y a 2 heures. L'expéditeur, Monsieur F. Le sujet, confirmation finale. J'ai cliqué. Les mots se sont gravés dans ma rétine comme au fer rouge. Maman ne saura jamais ce qui l'a frappé. Nous serons au Costa Rica mardi prochain. Tout est prêt. Le transfert final se fera demain matin. Rendez-vous à Roissy, terminal 2E, vol AF 0468, départ 11h30. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Cette fois, elle ne s'en relèvera pas. Je t'aime, monsieur. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis accrochée au bureau pour ne pas tomber. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang rugir dans mes oreilles.
Monsieur Marc Fontaine, mon ex-mari, le père de Clara, l'homme qui m'avait trahi il y a 15 ans avec sa secrétaire, l'homme qui m'avait laissée seule, enceinte de 8 mois, pour partir avec une fille de 23 ans, l'homme que je n'avais pas revu depuis le divorce. Et maintenant il était là, dans la vie de Clara, conspirant avec elle, contre moi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à sortir mon téléphone de ma poche. J'ai photographié l'écran. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour être sûre. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Maman, je suis rentrée. J'ai acheté ton poulet rôti préféré chez le traiteur. » J'ai refermé le laptop. Mon cœur cognait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Je suis sortie du bureau. Clara était dans l'entrée, sac de courses à la main, sourire éclatant. « Tu vas mieux ? Tu as bonne mine ?» J'ai touché mon œil violacé. « Oui, ça va mieux. »« Parfait. Viens, on va déjeuner. » Ce soir-là, allongée dans mon lit, je n'ai pas dormi. Les mots tournaient dans ma tête, encore et encore. Cette fois, elle ne s'en relèvera pas. Cette fois. Cela signifiait qu'il y avait eu une première fois, la chute. C'était Clara. Ma fille avait essayé de me tuer. Le lendemain matin, j'ai fait semblant de dormir quand Clara est entrée dans ma chambre. À travers mes paupières mi-closes, je l'ai observée. Elle s'est approchée de mon lit, silencieuse. Elle s'est penchée, a écouté ma respiration. Puis elle a posé ses doigts sur mon poignet, vérifiant mon pouls. Comme un médecin, ou comme quelqu'un qui attend que vous mouriez. J'ai continué à respirer lentement, régulièrement. Elle est restée là pendant presque 1 minute, puis elle a soupiré et est sortie. Dès que la porte s'est refermée, j'ai ouvert les yeux. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai attendu d'entendre la douche couler. Puis je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Mon œil me faisait encore mal, mais l'adrénaline était plus forte que la douleur. Je suis retournée dans son bureau. Cette fois, j'ai fouillé, méthodiquement, systématiquement. Dans le premier tiroir, des factures, des relevés bancaires, rien d'anormal. Dans le deuxième, des dossiers professionnels. Des contrats, des notes juridiques. Dans le troisième, j'ai trouvé une enveloppe Kraft, non cachetée. À l'intérieur, 2 billets d'avion. Air France, Paris-San José, Costa Rica. Départ mardi prochain, 11h30. Classe affaires, Clara Beaumont, Marc Fontaine. Mon sang s'est glacé. J'ai continué à chercher. Sous les billets, des documents bancaires, des relevés. Mais pas de ma banque. Une banque offshore, aux îles Caïmans. Titulaire du compte, Clara Beaumont-Fontaine. Mouvement récent, 8 virements, échelonnés sur les 8 derniers mois, de 15 000 € chacun, 120 000 €, transférés depuis. Mon compte. J'ai senti la nausée me submerger. Comment avait-elle fait? J'ai fouillé encore, et j'ai trouvé une procuration, signée de ma main, autorisant Clara à effectuer des opérations bancaires en mon nom. Sauf que je n'avais jamais signé ce document. J'ai sorti mon téléphone. J'ai comparé la signature avec celle de ma carte d'identité, que je garde toujours dans mon portefeuille. Les similitudes étaient troublantes, mais les différences, je les voyais. Le M, légèrement trop rond. Le T, dont la barre était trop haute. Un faux. Un très bon faux. Mais un faux quand même. Ma fille, avocate, spécialisée en droit des successions, avait falsifié ma signature pour me voler. J'ai continué à fouiller. Au fond du tiroir, sous une pile de documents, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait frissonner. Une clé, la clé de mon appartement. Mais pas celle que je lui avais donnée, il y a des années. Une copie récente. Je le voyais à l'éclat du métal, pas encore terni par l'usage. Pourquoi aurait-elle besoin d'une deuxième clé? À moins qu'elle n'ait besoin d'entrer chez moi sans que je le sache. Comme le matin de ma chute. J'ai entendu la douche s'arrêter. Rapidement, j'ai tout photographié avec mon téléphone. Les billets, les relevés bancaires, la procuration falsifiée, la clé. Puis j'ai tout remis en place, exactement comme je l'avais trouvé. Je suis sortie du bureau et je suis retournée dans ma chambre, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, Clara est apparue,
cheveux mouillés, sourire aux lèvres. « Bonjour maman, tu as bien dormi ?»« Oui, ma chérie. Très bien. Parfait. Je vais te préparer ton petit déjeuner. Des tartines et du café, comme tu aimes ? Ce serait merveilleux. » Elle est partie vers la cuisine en sifflotant. Moi, je suis restée assise sur mon lit, la tête entre les mains. Ma fille, mon unique enfant, la personne que j'aimais plus que tout au monde, la personne pour qui j'avais sacrifié ma carrière, mes rêves, ma vie. Elle voulait me tuer, pour l'argent. Pendant le petit déjeuner, je l'ai observée, vraiment observée. Ses gestes, ses expressions, ses sourires, tout était calculé, mesuré, comme une actrice jouant un rôle. Quand lui avait-elle parlé pour la dernière fois? À Marc? Comment s'était-il retrouvé? Clara, ma chérie? Oui, maman. Je me demandais. As-tu eu des nouvelles de ton père récemment? Un micro-silence, à peine une seconde, mais je l'ai vu, ses yeux qui se sont légèrement élargis, ses doigts qui ont serré imperceptiblement sa tasse de café. Papa? Non, pourquoi? Simple curiosité. Je me disais que peut-être, avec les années. Maman, tu sais bien que je n'ai aucun contact avec lui, après ce qu'il nous a fait. Elle mentait avec un aplomb déconcertant. Tu as raison, c'était une question stupide. Ne t'inquiète pas. Elle a souri. Ce sourire doux, affectueux, que je connaissais depuis qu'elle était petite. Tu es un peu confuse ces derniers jours. C'est normal après ta chute. Ma chute? Pas ton accident. Ma chute. Comme si elle savait exactement ce qui s'était passé. Parce qu'elle savait. Après le petit déjeuner, Clara a annoncé qu'elle devait aller au cabinet pour quelques heures. Tu seras bien seule? Tu n'as besoin de rien? Non, ma chérie. Vas-y, je vais me reposer. D'accord. Je rentre vers 16 heures. N'ouvre à personne, d'accord? Promis. Dès qu'elle est partie, j'ai attrapé mon téléphone. D'abord, j'ai appelé ma banque. Bonjour, je suis Madame Marguerite Beaumont. J'ai besoin de vérifier les mouvements récents sur mon compte. La conseillère a été très professionnelle. Un instant, Madame Beaumont. Oui, je vois. 8 virements de 15 000 € effectués entre mars et octobre. Pouvez-vous me dire qui a autorisé ces virements? Selon nos dossiers, vous-même, Madame, vous aviez donné procuration à votre fille, Mademoiselle Clara Beaumont. Je vois. Merci. Y a-t-il un problème, Madame? J'ai respiré profondément. Oui, il y a un problème. Je n'ai jamais signé cette procuration. Ma signature a été falsifiée. Silence à l'autre bout du fil. Madame, c'est une accusation très grave. Je le sais. Et je veux bloquer mon compte immédiatement. Tous mes comptes. Et je veux porter plainte. Bien sûr, madame. Je vais transférer votre appel au service contentieux. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Maître Durand, un homme de 60 ans qui gérait mes affaires depuis la mort de mon mari. Marguerite, comment allez-vous? J'ai appris pour votre chute. Bernard, j'ai besoin de votre aide, urgente. Je lui ai tout raconté. L'email, les billets, la procuration falsifiée, l'argent volé. Il est resté silencieux pendant un long moment. Marguerite, vous êtes sûre de ce que vous avancez? C'est votre fille. J'en suis absolument certaine. Très bien, je vais préparer les documents. Plainte pour tentative d'homicide, escroquerie et faux en écriture. Merci Bernard. Marguerite, je suis désolée, sincèrement. Moi aussi. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé le commissariat du 2e arrondissement. Bonjour, je souhaite porter plainte. Pour quel motif, madame? J'ai respiré profondément. Tentative d'homicide. L'inspecteur Moreau est arrivé chez moi 2 heures plus tard. Un homme dans la quarantaine, cheveux grisonnants, regard perçant. Il était accompagné d'une jeune femme, l'inspecteur Leroux, qui prenait des notes. Je leur ai tout montré. Les photos de l'email, les billets d'avion, les relevés bancaires, la procuration falsifiée. Moreau a examiné chaque document avec attention. Son visage restait impassible, mais je voyais ses mâchoires se serrer.
Madame Beaumont, vous comprenez la gravité de ce que vous nous dites? Oui. Ma fille essaie de me tuer. Et votre chute dans les escaliers il y a 3 jours. Vous pensez que c'est elle? J'en suis certaine. J'ai senti des mains me pousser. Et regardez. J'ai montré mon œil encore violacé. C'est elle qui m'a trouvé. Ou plutôt, c'est ce qu'elle prétend. Leroux a levé les yeux de son carnet. Mais le voisin, Monsieur Lacroix, il a dit qu'il vous avait trouvé seul. Monsieur Lacroix a 82 ans et il est presque sourd. Il n'aurait pas entendu Clara descendre les escaliers en courant après m'avoir poussé. Moreau a hoché la tête lentement. Nous allons enquêter. En attendant, je vous conseille fortement de ne pas rester seul avec votre fille. Avez-vous quelqu'un chez qui aller? Non, je n'ai personne d'autre qu'elle. C'était pathétique, mais c'était la vérité. Depuis la mort de mon mari, je m'étais repliée sur moi-même. Mes anciens collègues, mes amis, nous nous étions perdus de vue. Clara était tout ce qu'il me restait. Et maintenant, Clara voulait ma mort. Nous allons mettre en place une surveillance discrète. Et nous allons convoquer votre fille et votre ex-mari pour un interrogatoire. Quand? Le plus tôt possible. Demain matin. Après leur départ, je me suis assise dans mon salon. La pluie avait commencé à tomber. De grosses gouttes qui frappèrent les vitres comme des doigts impatients. J'ai regardé les photos encadrées sur le buffet. Clara bébé. Clara à 5 ans, souriant, sans ses 2 dents de devant. Clara à 10 ans, à la mer. Clara à 18 ans, le jour de son bac. Clara à 25 ans, le jour où elle a prêté serment comme avocate. Ma fierté, mon tout. Quand avait-elle changé? Quand était-elle devenue? Ça? Ou peut-être avait-elle toujours été comme ça. Et moi, aveuglée par l'amour maternel, je n'avais jamais voulu voir. À 16 heures, comme promis, Clara est rentrée. « Coucou, maman. Désolée, j'ai été retenue plus longtemps que prévu. Comment tu te sens? » « Bien, très bien. » Elle m'a regardé bizarrement. « Tu es sûre? Tu as l'air tendu. »« Non, non, juste fatiguée. »« D'accord, je vais nous préparer à dîner. Des pâtes carbonara, ça te dit? » « Parfait. » Je l'ai regardée disparaître dans la cuisine. Puis j'ai entendu le bruit de l'eau qui coule, des casseroles qui s'entrechoquent. Ma fille, cuisinant pour moi, comme elle l'avait fait des dizaines de fois depuis ma chute. Et soudain, une pensée glaciale m'a traversé l'esprit. La nourriture, est-ce qu'elle? Non, c'était impossible. Elle n'aurait pas. Mais l'email, cette fois, elle ne s'en relèvera pas. Cette fois. Cela voulait dire qu'elle allait essayer à nouveau. Bientôt. Peut-être ce soir. Pendant le dîner, j'ai à peine touché à mon assiette. Clara a froncé les sourcils. « Maman, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Tu dois te nourrir pour reprendre des forces. » Elle a poussé l'assiette vers moi. « Allez, fais un effort. » J'ai piqué quelques pâtes avec ma fourchette, portées à ma bouche, mâchées lentement. Clara me regardait attentivement. « C'est bon? » « Délicieux. Comme toujours. » Elle a souri. Après le dîner, elle a proposé de m'aider à prendre ma douche. J'ai refusé. « Je peux me débrouiller seule, ma chérie. »« Tu es sûre, avec ton œil et tes contusions? »« Oui, j'en suis sûre. » Elle a semblé déçue, ou peut-être était-ce mon imagination. Ce soir-là, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai poussé ma commode devant la porte. Si elle essayait d'entrer pendant la nuit, j'entendrais. Je me suis allongée dans mon lit, tout habillée, lumière éteinte, et j'ai attendu. Vers minuit, j'ai entendu des pas dans le couloir, légers, hésitants. Ils se sont arrêtés devant ma porte. J'ai retenu ma respiration. La poignée a bougé, doucement. Quelqu'un essayait d'entrer. Puis un choc sourd. La commode. La personne avait poussé la porte, mais la commode bloquait. Un soupir. Puis les pas se sont éloignés. Je suis restée éveillée toute la nuit, le cœur battant, les yeux fixés sur la porte. Le lendemain matin, j'ai entendu Clara parler au téléphone. Sa voix était basse, urgente. « Non, elle a bloqué sa porte. »« Je ne sais pas, Marc, je ne sais pas. Oui, je sais que c'est mardi. »
On n'a plus le temps. Un silence. Tu proposes quoi alors? D'accord, oui, je ferai attention. À tout à l'heure. Elle a raccroché. Quand elle est entrée dans la cuisine où j'étais assise, elle souriait. Bonjour, maman. Bien dormi? Comme un bébé. Tant mieux. Écoute, j'ai rendez-vous au cabinet ce matin pour un dossier urgent. Tu veux venir avec moi? On pourrait déjeuner ensemble après, dans ce petit restaurant que tu adores, tu sais, rue de la République? Rue de la République. La rue où j'étais censée avoir eu mon accident de voiture, selon la première version de mon agression. La rue où elle voulait m'emmener. Non merci, ma chérie. Je préfère rester ici. Je suis encore fatiguée. Son sourire s'est figé. Juste une seconde. Comme tu veux. Je rentre vers 14 heures, alors. Pas de problème. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé Moreau. Inspecteur, elle a essayé d'entrer dans ma chambre cette nuit. Et ce matin, elle voulait m'emmener rue de la République. Ne bougez pas, Madame Beaumont. J'arrive. 30 minutes plus tard, Moreau et Leroux étaient chez moi, accompagnés de 2 autres policiers. Madame Beaumont, nous avons obtenu un mandat d'arrêt. Nous allons procéder à l'arrestation de Clara Beaumont et Marc Fontaine. Maintenant? Oui. Où est votre fille? À son cabinet d'avocat. Moreau a décidé d'attendre le retour de Clara à l'appartement. Les policiers se sont postés discrètement dans le couloir. Moi, j'étais assise dans mon salon, les mains tremblantes, le cœur battant comme un tambour de guerre. J'allais faire arrêter ma propre fille. À 14h15, j'ai entendu la clé dans la serrure. Clara est entrée, un sac de viennoiserie à la main. « Maman, je t'ai apporté des croissants de chez... » Elle s'est figée. Les policiers venaient d'entrer derrière elle. « Clara Beaumont ?» Son visage est devenu blanc comme la craie. « Oui. » « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, escroquerie et faux en écriture. » Le sac de viennoiserie a glissé de ses mains. Les croissants se sont éparpillés sur le parquet. « Quoi? Non! C'est une erreur! Maman! » Elle m'a regardée. Ses yeux étaient immenses, suppliants. « Maman, dis-leur! Dis-leur que c'est une erreur! » J'ai détourné les yeux. Moreau lui a passé les menottes. Clara a commencé à pleurer. « Non, 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 maman, s'il te plaît, je n'ai rien fait, je te jure. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. »« Maman !» Le cri a résonné dans tout l'appartement, déchirant, désespéré. Mais je suis restée immobile, silencieuse, parce que je me souvenais. Les mains qui m'avaient poussée. L'email. L'argent volé. La tentative d'entrer dans ma chambre cette nuit. Les policiers l'ont emmenée. Ses pleurs résonnaient encore dans la cage d'escalier longtemps après que la porte se soit refermée. Je me suis effondrée sur le canapé. Leroux est resté avec moi. « Madame Beaumont, voulez-vous un verre d'eau ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle m'a apporté l'eau. J'ai bu lentement, les mains tremblantes. C'est normal de se sentir coupable. Je ne me sens pas coupable, je me sens vide. Elle va être interrogée. Si elle est innocente, elle sera libérée. J'ai ri, un rire amer, sans joie. Elle n'est pas innocente. Leroux est parti 1 heure plus tard. Je suis restée seule dans l'appartement. Le silence était oppressant, étouffant. J'ai marché jusqu'au bureau de Clara. Les tiroirs étaient ouverts. Les policiers avaient tout saisi, documents, ordinateurs, téléphones. Il ne restait rien, juste une pièce vide, comme ma vie maintenant. Le lendemain, Moreau m'a appelé. « Madame Beaumont, nous avons interrogé votre fille. Elle a tout avoué. » Mon cœur s'est serré. Tout, tout. La chute dans les escaliers, l'argent volé, le projet de fuite au Costa Rica avec son père. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Un silence. Elle dit que vous aviez tout. La maison, l'argent, la retraite confortable. Et elle travaillait 60 heures par semaine pour à peine survivre. Elle dit qu'elle en avait assez d'attendre votre mort pour hériter. J'ai senti la bile remonter dans ma gorge. Elle travaillait 60 heures par semaine? C'est ce qu'elle prétend. Inspecteur, Clara travaille 35 heures par semaine dans un cabinet prestigieux.
Elle gagne 5 000 € par mois. Je lui ai proposé de l'aider financièrement des dizaines de fois. Elle refusait toujours. Par fierté, disait-elle. Je vois. Et Marc, vous l'avez arrêté? Oui. Ce matin à l'aéroport, il essayait d'embarquer pour le Costa Rica. Seul. Seul? Oui. Apparemment, il avait prévu de partir sans votre fille une fois l'argent transféré. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. Ma pauvre Clara, manipulée jusqu'au bout. Elle le sait? Oui, nous le lui avons dit lors de l'interrogatoire. Elle ne l'a pas bien pris. Je l'imaginais. Clara, menotte au poignet, réalisant que l'homme qu'elle croyait aimer, l'homme pour qui elle avait trahi sa propre mère, l'avait lui aussi trahi. Madame Beaumont, votre fille demande à vous voir. Mon sang s'est glacé. Je ne sais pas si. Vous n'êtes pas obligé, mais elle dit qu'elle veut vous expliquer. M'expliquer quoi? Comment elle a essayé de me tuer? C'est à vous de décider. J'ai raccroché. Pendant 3 jours, je n'ai rien fait. Je restais assise dans mon appartement vide, regardant la pluie tomber sur Lyon. Le procureur m'a contacté. Le procès aurait lieu dans 6 mois. Clara et Marc étaient accusés de tentative d'homicide, escroquerie en bande organisée et faux en écriture. Ils risquaient jusqu'à 15 ans de prison. 15 ans. Clara aurait 47 ans à sa sortie. Et moi? Aurais-je seulement 85 ans pour la voir sortir? Le 4e jour, j'ai pris ma décision. J'ai demandé à voir Clara. Le parloir de la prison de Lyon-Corbas était une pièce froide, aux murs gris, sentant le désinfectant et le désespoir. Clara était assise de l'autre côté de la vitre. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient ternes, mal coiffés. Ses yeux étaient gonflés, rouges. Quand elle m'a vue, elle a éclaté en sanglots. J'ai décroché le téléphone. Elle a fait de même. « Maman !» Sa voix était brisée, à peine audible. « Clara !»« Maman, je suis désolée. Tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je... »« Comment as-tu pu, Clara? Comment as-tu pu essayer de me tuer ?» Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne voulais pas. Pas vraiment. Je voulais juste te faire peur pour que tu changes ton testament, pour que tu me donnes plus. En me poussant dans les escaliers, je pensais que tu tomberais juste quelques marches, que tu aurais des bleus. Pas ça. » Elle a montré mon œil, qui était encore légèrement jaune maintenant. « Et l'argent, Clara? Les 120 000 €? C'était papa, c'est lui qui a eu l'idée. Il a dit qu'on pouvait prendre l'argent petit à petit, que tu ne remarquerais jamais. J'aurais fini par remarquer. Il a dit que si tu remarquais, on serait déjà loin, au Costa Rica. Un pays sans extradition. » Elle a hoché la tête misérablement. « Et tu l'as cru. Il est mon père, maman. Il t'a abandonné quand tu avais 17 ans, Clara. Je sais, mais quand il m'a recontacté il y a 1 an, j'ai pensé que peut-être il avait changé, que peut-être il voulait vraiment me connaître. Il voulait mon argent. Je sais maintenant. » Le silence s'est installé entre nous. Lourd, oppressant. De chaque côté de la vitre, 2 femmes qui s'étaient aimées plus que tout, et qui maintenant étaient séparées par bien plus qu'une simple paroi de verre. Clara a essuyé ses larmes avec la manche de son uniforme de prisonnière. Orange, criard, humiliant. « Maman, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais est-ce que tu peux me pardonner un jour ?» J'ai regardé ma fille, vraiment regardé. Ses yeux ressemblaient tant aux miens, sa bouche, celle de son père. Ce mélange parfait de nos 2 génétiques qui avait créé cet être que j'avais porté, mis au monde, élevé, aimé, et qui avait essayé de me tuer. Je ne sais pas, Clara. Honnêtement, je ne sais pas. De nouvelles larmes ont coulé sur son visage. Je comprends. Comment Marc t'a-t-il retrouvé? Elle a renifié. LinkedIn. Il a vu mon profil il y a 1 an. Il m'a envoyé un message. Il disait qu'il regrettait.
qu'il voulait réparer, qu'il avait fait une terrible erreur en nous abandonnant. Et tu l'as cru. Oui, parce que j'avais besoin d'y croire, parce que pendant 15 ans, j'avais eu un trou dans mon cœur, un trou en forme de père. Sa voix s'est brisée. On a commencé à se voir, discrètement. Il était gentil, attentionné. Il me posait des questions sur ma vie, mon travail. Il disait qu'il était fier de moi. Quand a-t-il commencé à parler d'argent? Il y a 6 mois. Il m'a dit que tu avais eu une grosse promotion avant ta retraite, que tu avais hérité de ta sœur, que tu avais beaucoup d'argent maintenant. Comment le savait-il? Je lui avais parlé de tante Élise, de son décès, de l'héritage. Clara. Je sais que j'ai été stupide, mais il était si convaincant. Il disait que tu avais tout pris lors du divorce, que la maison, l'argent, tout lui revenait de droit, que tu l'avais humilié. C'est faux. Ton père m'a quitté. Il a choisi de partir. Le juge lui a accordé une pension que j'ai payée religieusement jusqu'à ta majorité. Je sais maintenant. L'avocat commis d'office m'a montré les documents du divorce. Papa a menti. Surtout. Elle a posé sa main sur la vitre, comme pour me toucher. Maman, j'ai été faible, manipulée, stupide, mais je jure devant Dieu que je ne voulais pas te tuer. Juste te faire peur. Tu m'as poussée dans les escaliers, Clara. J'aurais pu mourir. Je sais, et je vais vivre avec ça pour le reste de ma vie. Un gardien est apparu derrière elle. Le temps est écoulé. Clara a secoué la tête frénétiquement. Non, pas encore. S'il te plaît, maman, juste 1 minute de plus. Ponte. Le temps est écoulé, a répété le gardien d'un ton ferme. Clara s'est levée lentement. Elle a gardé le téléphone contre son oreille jusqu'au dernier moment. Maman, je t'aime. Je t'aimerai toujours, même si tu ne me pardonnes jamais. Puis, le gardien lui a pris le bras et l'a emmenée. Je suis restée assise là, le téléphone encore à l'oreille, regardant la porte par laquelle ma fille venait de disparaître. Quand je suis sortie de la prison, il pleuvait. Une pluie fine, froide, typique de mars à Lyon. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de tram sans parapluie. Je voulais sentir la pluie sur mon visage, mélangée à mes larmes. Dans le tram, une jeune mère tenait sa petite fille sur ses genoux. L'enfant devait avoir 4 ans. Elle riait, montrant quelque chose par la fenêtre. « Regarde, maman, un chien. »« Oui, ma chérie, un très beau chien. » La mère a embrassé le sommet de la tête de sa fille. J'ai détourné les yeux. La douleur était trop vive. De retour chez moi, j'ai ouvert le placard de l'entrée. Au fond, sur l'étagère du haut, il y avait une boîte à chaussures. Je l'ai sortie. À l'intérieur, des photos. Clara bébé, Clara enfant, Clara adolescente. Des souvenirs d'une époque où elle m'aimait, vraiment. Sans arrière-pensée, sans calcul. Ou peut-être que je m'étais toujours trompée. Peut-être que Clara avait toujours été ça. Et moi, aveuglée par l'amour maternel, je n'avais jamais voulu voir. Le téléphone a sonné. C'était Maître Durand. « Marguerite, j'ai reçu les documents du procureur. Le procès est fixé au 15 septembre. »« D'accord. Il y a autre chose. Marc Fontaine a demandé un accord de plaider coupable. En échange d'une peine réduite, il est prêt à témoigner contre Clara. » Mon sang s'est glacé. Témoigner contre elle? Oui. Il prétend que tout était son idée à elle, qu'il n'a fait que suivre. C'est faux? Je sais. Mais si le procureur accepte l'accord... Clara risque combien? Un silence. Entre 10 et 15 ans. 15 ans. Ma Clara, enfermée pendant 15 ans. Marguerite, vous avez une décision à prendre. Laquelle? Le procureur m'a contacté. Si vous acceptez de retirer votre plainte pour la tentative d'homicide, Clara pourrait s'en tirer avec 5 ans pour l'escroquerie. 5 ans. Avec bonne conduite, elle pourrait sortir en 3 ans. Ou 15 ans. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Vous avez jusqu'à lundi. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné et retourné la question dans ma tête. Clara avait essayé de me tuer.
Elle m'avait poussé dans les escaliers. Elle m'avait volé 120 000 euros. Elle avait falsifié ma signature. Elle méritait d'être punie. Mais 15 ans, c'était détruire sa vie. Définitivement. À 47 ans, en sortant de prison, qu'est-ce qu'elle aurait? Pas de carrière, pas de famille, pas d'avenir. Était-ce vraiment ce que je voulais? Le dimanche matin, j'ai pris le tram jusqu'à l'église Saint-Nizier. Je n'étais pas particulièrement croyante, mais j'avais besoin de quelque chose, d'un signe, d'une réponse. L'église était presque vide. Quelques personnes âgées, un couple de jeunes avec un bébé. Je me suis assise sur un banc au fond. J'ai regardé les vitraux colorés, les statues des saints, le crucifix au-dessus de l'autel, et j'ai prié, pas pour obtenir quelque chose, juste pour trouver la paix. Quand je suis sortie, 1 heure plus tard, je savais ce que je devais faire. Le lundi matin, j'ai appelé Maître Durand. « Bernard, j'ai pris ma décision. Je vous écoute. » J'ai respiré profondément. Je retire ma plainte pour tentative d'homicide. Un silence. « Vous êtes sûre, Marguerite ? » « Non, mais je le fais quand même. » « Très bien. Je vais contacter le procureur immédiatement. » 2 heures plus tard, il m'a rappelé. C'est fait. Clara sera jugée uniquement pour escroquerie et faux en écriture. Le procureur requiert 5 ans. Avec bonne conduite, elle pourrait sortir en 3. Et Marc ? Lui reste sous le coup de l'accusation complète. Tentative d'homicide, escroquerie, faux en écriture. Il risque 10 ans. Bien. Marguerite, vous faites preuve d'une grande clémence. Ce n'est pas de la clémence. Bernard. C'est, je ne sais même pas ce que c'est. De la faiblesse, peut-être. Non, c'est de l'amour maternel. J'ai raccroché, les larmes aux yeux. Le procès a eu lieu le 15 septembre. La salle d'audience était bondée. Journalistes, curieux, quelques collègues de Clara. Elle est entrée, encadrée par 2 gendarmes. Elle portait un tailleur noir sobre. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air petite, fragile, brisée. Quand elle m'a vue, nos regards se sont croisés. 1 seconde. Puis, elle a détourné les yeux. Marc est entré après elle. Il n'a même pas essayé de me regarder. Le procès a duré 3 jours. Les avocats ont plaidé. Les témoins ont défilé. Les preuves ont été présentées. Clara a avoué. Tout. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle a supplié le tribunal d'être clément. Marc, lui, a tout nié. Il a prétendu que Clara l'avait manipulée, qu'elle était la cerveau derrière tout, qu'il n'était qu'une victime. Le juge ne l'a pas cru. Le verdict est tombé le 3e jour. Clara Beaumont. 5 ans de prison ferme pour escroquerie et faux en écriture. Marc Fontaine. 12 ans de prison ferme pour tentative d'homicide. Escroquerie et faux en écriture. Clara a pleuré. Marc a hurlé. Il a crié que c'était injuste, que sa fille l'avait piégé. Les gendarmes l'ont emmenée de force. Avant qu'on emmène Clara, elle s'est retournée vers moi. « Merci, maman. » C'est tout ce qu'elle a dit. Puis elle a disparu. Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai vendu l'appartement de Lyon. Trop de souvenirs. Trop de douleurs. J'ai déménagé à Annecy, un petit studio avec vue sur le lac. Simple, tranquille, j'ai essayé de reconstruire ma vie. J'ai pris des cours de peinture, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai adopté un chat, Félix, qui dort sur mes genoux tous les soirs. Clara m'a écrit. 1 lettre par mois. Au début, je ne les ouvrais pas. Je les mettais dans un tiroir. Puis, au bout de 6 mois, j'ai ouvert la première. Chère maman, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Chaque jour, je pense à ce que j'ai fait. Chaque nuit, je fais des cauchemars. Je te vois tomber dans les escaliers, encore et encore, et je me réveille en hurlant. J'ai commencé une thérapie ici, en prison. La psychologue dit que j'ai des problèmes d'attachement et de dépendance affective, que papa a exploité mes failles. Ça ne change rien. Ça n'excuse rien, mais peut-être que ça explique un peu. Je ne te demande pas de me pardonner, je te demande juste de ne pas m'oublier, parce que tu es tout ce qu'il me reste. Je t'aime, maman, Clara. J'ai pleuré en lisant cette lettre, puis j'ai pris un stylo.
Et pour la première fois en 7 mois, j'ai écrit à ma fille. Clara, je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas encore. La blessure est trop profonde. Mais je ne t'ai pas oubliée. Et je ne t'oublierai jamais. Tu es ma fille, pour le meilleur et pour le pire. Continue ta thérapie. Travaille sur toi. Deviens meilleur. Et peut-être, un jour, nous pourrons nous retrouver. Pas comme avant. Avant n'existe plus. Mais peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Je pense à toi tous les jours. Maman. J'ai posté la lettre le lendemain. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Clara pleurait tellement en l'écrivant que l'encre avait coulé à plusieurs endroits. Merci, maman. Merci de ne pas m'abandonner. Je vais devenir meilleure. Je te le promets. Je t'aime. Depuis, nous correspondons régulièrement. Une lettre par mois, parfois 2. Je lui parle de ma nouvelle vie à Annecy, du lac, de Félix, de mes cours de peinture. Elle me parle de sa thérapie, des livres qu'elle lit, des cours qu'elle suit pour reprendre des études. Lentement, très lentement, quelque chose se reconstruit entre nous. Pas de la confiance, pas encore, mais peut-être. De l'espoir. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel du directeur de la prison. Madame Beaumont, votre fille a un comportement exemplaire. Elle pourrait être libérée plus tôt que prévu. Dans 18 mois. Mon cœur s'est serré. 18 mois. Oui. Elle aimerait vous voir pour en parler. Accepteriez-vous une visite? J'ai hésité. Puis j'ai dit oui. La semaine prochaine, je prendrai le train pour Lyon. Je retournerai dans cette prison froide et grise, et je verrai ma fille. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Mais je sais une chose. Elle est ma fille. Et malgré tout, malgré la douleur, la trahison, la souffrance, malgré les cicatrices qui ne guériront jamais complètement, elle sera toujours ma fille, et je serai toujours sa mère. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin. Le train pour Lyon part à 8h47. J'arrive à la gare d'Annecy 1 heure à l'avance, comme toujours. L'anxiété me ronge depuis hier soir. J'ai à peine dormi. Félix a senti mon trouble et a passé la nuit collé contre moi, ronronnant doucement. Dans le train, je regarde défiler les paysages, les montagnes enneigées, les lacs gelés, le ciel d'un bleu limpide de janvier. J'essaie de ne pas penser à ce qui m'attend, mais c'est impossible. Dans mon sac, il y a un petit paquet, un livre, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Clara l'adorait quand elle avait 16 ans. Elle l'avait lu 3 fois. Je me demande si elle s'en souvient. À Lyon-Pardieu, je prends un taxi jusqu'à la prison de Corbas. Le chauffeur essaie de faire la conversation. Je réponds par monosyllabe. « Vous allez voir quelqu'un ?»« Oui. »« Famille ?»« Oui. » Il capte le message et se tait. Devant la prison, je dois passer plusieurs contrôles. Fouille au corps, détecteur de métaux, vérification d'identité. Puis on m'escorte jusqu'au parloir. Cette fois, ce n'est pas derrière une vitre. C'est une vraie salle, avec des tables et des chaises. Pour les détenus à bon comportement. Clara est déjà là, assise à une table au fond. Elle porte l'uniforme orange, mais elle a l'air différente, moins brisée, plus droite. Quand elle me voit, elle se lève, hésite, puis reste debout, les mains serrées devant elle. Je m'approche lentement. « Bonjour Clara. »« Bonjour maman. » Un silence pesant. Puis, avant que je puisse réfléchir, je la prends dans mes bras. Elle se raidit. Puis, elle éclate en sanglots, s'effondrant contre moi. « Maman. Maman. » Je la tiens serrée, ma petite fille, mon bébé, qui a 32 ans maintenant et qui a essayé de me tuer. Mais qui reste ma fille? On s'assoit. Un gardien surveille à distance, mais il nous laisse un peu d'intimité. « Tu as bonne mine. » Je mens. Elle sourit tristement. « Tu mens mal, maman, mais merci. »« Comment? Comment tu vas? »« Mieux. Beaucoup mieux que les premiers mois. La thérapie aide. Énormément. Tant mieux. Docteur Roche, la psychologue, elle m'aide à comprendre. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait.
Et Clara prend une grande inspiration. J'ai passé ma vie à essayer de combler un vide. Le vide laissé par papa. Je me disais que si je réussissais assez, si je devenais assez parfaite, peut-être qu'il reviendrait, qu'il me verrait, qu'il m'aimerait. Les larmes coulent sur ses joues. Quand il m'a recontactée, j'ai cru que mon rêve se réalisait, qu'enfin il me voyait, qu'enfin j'étais assez bien. Clara. Mais c'était un mensonge. Tout était un mensonge. Il ne voulait pas me connaître. Il voulait ton argent. Et moi, j'étais tellement désespérée d'avoir un père que j'ai tout gobé. Elle lève les yeux vers moi. Mais ça n'excuse rien, je le sais. J'aurais pu dire non, j'aurais dû dire non. Mais je ne l'ai pas fait. Non, tu ne l'as pas fait. Un silence. Tu m'en veux toujours? Je réfléchis. Honnêtement. Oui, une partie de moi t'en voudra toujours. Tu m'as poussée dans les escaliers, Clara. Tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature. Tu as prévu de fuir le pays en me laissant pour morte. Elle baisse les yeux. Mais je continue. Mais une autre partie de moi comprend, pas justifie, comprend. Tu as été manipulée par ton père, exploitée, utilisée. Ça ne me déresponsabilise pas. Dis non, mais ça explique. Je sors le livre de mon sac. Tiens, je t'ai apporté ça. Elle voit la couverture, ses yeux s'écarquillent. L'élégance du hérisson. Tu t'en souviens? Évidemment, je l'adorais. Je sais. Elle prend le livre comme si c'était un trésor précieux. Merci, maman. On parle pendant 1 heure, de choses et d'autres, de ma vie à Annecy, de Félix. De ses cours en prison, elle prépare un master en psychologie. Psychologie? Oui, je veux aider les gens qui ont été manipulés, comme moi. Je veux que quelque chose de bien sorte de tout ce gâchis. Je hoche la tête émue. C'est une belle idée. Le directeur m'a dit que je pourrais sortir dans 18 mois. Oui, il m'a appelé. Est-ce que je pourrais te revoir quand je sortirai? Je la regarde. Ma fille, si jeune encore, si brisée. Je ne sais pas, Clara. Honnêtement, je ne sais pas. Elle hoche la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Mais je prends sa main. Mais nous pouvons continuer à correspondre. Et peut-être, petit à petit, reconstruire quelque chose. Tu crois que c'est possible? Je ne sais pas, mais je veux essayer. Elle serre ma main si fort que ça fait mal. Merci, maman. Merci de ne pas m'abandonner. Tu es ma fille. Je ne t'abandonnerai jamais. Le gardien annonce que le temps est écoulé. On se lève. Clara hésite, puis elle me prend dans ses bras à nouveau. Je t'aime, maman, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de me racheter. Je sais. En sortant de la prison, je pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de soulagement, d'espoir, je ne sais pas exactement. Mais pour la première fois depuis 1 an, je sens quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Peut-être que la guérison est possible. Pas l'oubli. Jamais l'oubli. Mais la guérison. Lente. Douloureuse. Mais possible. Les 18 mois suivants passent étrangement vite. Peut-être parce que j'ai enfin trouvé une routine. Une paix relative. À Annecy, je me suis fait quelques amis. Marguerite du club de lecture. Pierre, un ancien professeur de mathématiques avec qui je joue aux échecs tous les jeudis. Sophie, ma voisine, qui garde Félix quand je m'absente. Je peins. Beaucoup. Des paysages du lac, des montagnes, des scènes de rue. Mon professeur, M. Cartier, dit que j'ai du talent, que je devrais exposer. Je ris. À 72 ans, exposer mes peintures, c'est absurde, mais l'idée me plaît secrètement. Clara et moi correspondons fidèlement. 1 lettre par semaine maintenant. Parfois 2. Elle me raconte ses progrès. Son master avance bien. Elle a obtenu d'excellentes notes à tous ses examens. Elle anime un groupe de parole en prison pour les détenus victimes de manipulation. C'est difficile, écrit-elle, parce qu'elle me voit comme une criminelle,
comme quelqu'un qui a fait du mal. Et c'est vrai. Mais je leur montre qu'on peut changer, qu'on peut devenir meilleur. Je suis fière d'elle, malgré tout. Marc, lui, a fait appel de sa condamnation. L'appel a été rejeté. Il purge sa peine de 12 ans dans une prison en Bretagne. Il a essayé de me contacter une fois. Une lettre pathétique où il supplie mon pardon, où il prétend que tout était une erreur, que Clara l'a manipulé. Je l'ai brûlé sans la terminer. En mars, je reçois un appel du directeur de la prison de Corbas. « Madame Beaumont, j'ai une bonne nouvelle. Clara va être libérée le 15 avril. » Mon cœur s'emballe. Le 15 avril? C'est dans 3 semaines? Oui. Son comportement a été exemplaire, et elle a terminé son master avec mention très bien. Nous avons décidé de réduire encore sa peine. Je vois. Elle aimerait vous voir avant sa sortie, pour discuter de l'après. D'accord. Je viendrai samedi prochain. Après avoir raccroché, je reste assise, hébétée. Clara, libre, dans 3 semaines. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour nous? Le samedi, je retourne à Lyon, dans cette prison que je connais maintenant trop bien. Clara m'attend au parloir. Elle sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis des années peut-être. Maman. Clara. On s'embrasse. Plus facilement cette fois. Plus naturellement. Tu as entendu la nouvelle? Oui. Le 15 avril. J'arrive à peine à y croire. On s'assoit. Clara prend mes mains. Maman, il faut qu'on parle de ce qui va se passer après. Oui. J'ai trouvé un travail, enfin, un stage, dans une association qui aide les victimes de violences psychologiques, à Grenoble. Grenoble? Oui, ce n'est pas très loin d'Annecy, 1 heure de train. Je vois où elle veut en venir. Tu veux qu'on se voie? Oui, pas tout de suite, pas si tu n'es pas prête, mais, petit à petit, peut-être un café de temps en temps, pour apprendre à se reconnaître. Se reconnaître? On n'est plus les mêmes personnes, maman. Toi et moi. On a changé. Moi surtout. Je ne suis plus la Clara qui t'a poussée dans les escaliers. Je ne serai plus jamais cette personne. Je la regarde. Vraiment. Et c'est vrai. Elle a changé. Dans ses yeux, il y a quelque chose de nouveau. De la maturité, de la sagesse, de l'humilité. D'accord. D'accord? Oui. On essaiera. Lentement. Sans pression. Elle fond en larmes. Merci, maman. Merci. Le 15 avril arrive plus vite que je ne le pensais. Clara est libérée à 10 heures du matin. J'ai proposé d'aller la chercher, mais elle a refusé. Non, maman, j'ai besoin de faire ça seule, de sortir de cette prison sur mes 2 jambes, de commencer ma nouvelle vie par moi-même. Je comprends. Elle m'appelle le soir même. Maman, je suis sortie. Sa voix tremble, d'émotion, de soulagement. Comment tu te sens? Bizarre. Le monde semble immense, bruyant, effrayant. C'est normal. Je sais. Mon tuteur de réinsertion m'a prévenu. Ton tuteur? Oui. Tous les anciens détenus en ont un. Il m'aide à me réadapter. C'est bien. Un silence. Maman, est-ce qu'on pourrait se voir? Samedi prochain? À Annecy? Mon cœur se serre. Oui. Samedi. Merci. Le samedi, je me réveille avec un nœud dans l'estomac. On a rendez-vous à 14 heures au café près du lac, le café de la place. J'arrive en avance. Je commande un thé. Mes mains tremblent tellement que je renverse la moitié. À 14 heures précises, Clara entre. Elle porte un jean et un pull simple. Ses cheveux sont coupés courts. Elle a maigri, mais elle sourit. On se regarde, puis on s'embrasse, maladroitement, comme 2 étrangères qui essaient de se souvenir comment on fait. On s'assoit, on commande. Clara prend un chocolat chaud. 3 ans que je n'ai pas bu de vrai chocolat chaud, dit-elle. C'était comment? La prison? Dur, très dur, mais nécessaire. J'avais besoin de payer, de souffrir, pour ce que j'ai fait. Et maintenant? Maintenant, je veux vivre, vraiment vivre, faire quelque chose de bien de ma vie. Ton stage à Grenoble? Il commence lundi. Je suis terrifiée. Tu vas y arriver?
Tu crois? Oui, tu es forte, Clara, plus forte que tu ne le penses. Elle sourit, les larmes aux yeux. On parle pendant 2 heures. De tout, de rien, de la vie, de l'avenir. Quand on se quitte, on s'embrasse à nouveau. Plus longtemps cette fois. On se revoit bientôt? Demande Clara. Oui, bientôt. En rentrant chez moi, je me sens légère. Comme si un poids énorme venait de se soulever. Ce n'est pas la fin, mais c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. 2 ans ont passé depuis la libération de Clara. 2 ans pendant lesquels nous avons appris à nous connaître à nouveau. Lentement, prudemment, comme 2 bêtes blessées qui s'apprivoisent. Au début, on se voyait 1 fois par mois. Un café, une promenade au bord du lac, des conversations prudentes, évitant soigneusement les sujets qui fâchent. Puis, petit à petit, les rencontres sont devenues plus fréquentes, plus naturelles. Clara s'est installée à Grenoble. Elle travaille à plein temps maintenant à l'association. Elle aide des femmes victimes de manipulation, d'emprise psychologique, de violence conjugale. C'est ma façon de me racheter, m'a-t-elle dit un jour. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux aider d'autres personnes à ne pas faire les mêmes erreurs. Elle vient me voir tous les samedis. On déjeune ensemble, on parle, on rit même parfois. C'est étrange. On ne sera jamais comme avant. Impossible de revenir en arrière. La confiance brisée ne se répare jamais complètement. Mais on a construit quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, peut-être même quelque chose de plus fort, parce que maintenant, on se connaît vraiment. Sans illusion, sans mensonge. Clara sait qu'une partie de moi lui en voudra toujours. Que quand je touche mon arcade sourcilière, où la cicatrice est encore visible, je repense à cette chute, à ces mains qui m'ont poussée. Et moi, je sais que Clara porte sa culpabilité comme un fardeau. Que certaines nuits, elle se réveille en pleurant. Que le pardon qu'elle cherche le plus désespérément, ce n'est pas le mien, c'est le sien propre. Je ne me pardonnerai jamais, m'a-t-elle avoué il y a quelques mois. Alors on sera 2 à ne jamais complètement pardonner, ai-je répondu. Elle m'a regardée, surprise. Toi non plus? Moi non plus, mais on peut vivre avec, on apprend à vivre avec. Marc, lui, est toujours en prison. Il a encore 7 ans à purger. Clara ne lui a jamais rendu visite. Elle m'a dit qu'elle avait fait son deuil, que l'homme qu'elle croyait être son père n'avait jamais existé, que c'était une illusion, un fantasme. J'ai passé 32 ans à vouloir son amour, m'a-t-elle dit. Maintenant, je n'en veux plus. Je ne veux plus rien de lui. Hier, Clara m'a annoncé quelque chose. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. De peur, de joie. Un mélange confus. Quelqu'un? Oui, il s'appelle Thomas. Il est psychologue. On s'est rencontrés à l'association. Il sait? Pour ton passé? Oui, je lui ai tout dit, dès le début. Je ne veux plus de secrets. Plus jamais. Et il a accepté? Oui, il dit que ce qui compte, ce n'est pas qui j'étais, c'est qui je suis maintenant. Les larmes me sont montées aux yeux. Clara, je suis heureuse pour toi, vraiment. Tu veux le rencontrer? Oui, j'aimerais beaucoup. Samedi prochain, Clara viendra avec Thomas. On déjeunera tous les 3 au restaurant près du lac. Je suis nerveuse, excitée, inquiète. Mais surtout, je suis pleine d'espoir. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir. J'ai 74 ans maintenant. Mes cheveux sont complètement blancs. Mon visage est ridé. La cicatrice sur mon arcade sourcilière ne partira jamais. Mais mes yeux brillent, parce que j'ai survécu à la trahison, à la douleur, à la perte. Et j'ai trouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. Pas le pardon total, ce serait mentir, mais quelque chose de plus précieux peut-être, l'espoir. L'espoir qu'on peut se tromper et recommencer. Que les erreurs, même les plus terribles, ne définissent pas qui nous sommes. Que l'amour, le vrai, celui d'une mère pour sa fille, peut survivre à l'impensable. Félix saute sur mes genoux. Je le caresse doucement. Tu sais, Félix,
Je lui murmure. La vie est étrange. On croit que certaines blessures ne guériront jamais. Et c'est vrai. Elles ne guérissent pas. Il ronronne. Mais on apprend à vivre avec. On apprend à transformer la douleur en quelque chose d'autre. En force, en sagesse, en compassion. Mon téléphone vibre. Un message de Clara. Bonjour maman. Hâte de te voir samedi avec Thomas. Je t'aime. Je souris. Les larmes coulent sur mes joues. Je t'aime aussi, ma fille. Et c'est vrai, malgré tout. Malgré la chute, l'argent volé, les mensonges, la trahison. Malgré les cicatrices qui ne partiront jamais. Je l'aime. Parce qu'elle est ma fille. Et parce que l'amour d'une mère, le vrai, celui qui vient des entrailles, celui qui a commencé le jour où elle est née. Ce genre d'amour ne meurt jamais. Il se transforme, il évolue, il souffre, mais il ne meurt jamais. Dehors, le soleil brille sur le lac d'Annecy. Les montagnes sont majestueuses. Le ciel est d'un bleu parfait. C'est une belle journée. Et demain en sera une autre. Je regarde par la fenêtre. Je pense à Clara, à Thomas, à samedi prochain. Je pense au chemin parcouru, aux ténèbres traversées, à la lumière retrouvée. Et je souris. Parce que malgré tout, malgré l'horreur de ce qui s'est passé, nous avons survécu, toutes les deux. Et nous continuons. Ensemble. Différemment, mais ensemble. C'est peut-être ça, finalement, la plus grande leçon de cette histoire, que l'amour véritable ne signifie pas l'absence de douleur, mais la volonté de continuer à aimer malgré elle. Je ferme les yeux, et je remercie le ciel, pour la douleur qui m'a fait grandir, pour le pardon que j'apprends lentement, pour ma fille qui a trouvé son chemin, et pour moi qui ai trouvé la paix. Enfin,